Merci beaucoup, Francis. Donc, merci à tous d'être présents. Nous sommes en effet plusieurs membres du bureau SPT, au-delà du président de Francis et de moi-même, puisque nous avons également Alexandra Fourcade présente et puis Étienne Corbarieux, donc notre chargé de mission. Comme nous l'avons toujours martelé, nos webinaires, c'est avant tout aussi des partages de pratiques, vraiment une interactivité, pouvoir échanger entre nous. Donc, ce webinaire ne manquera pas de pouvoir vous donner la parole. C'est pour ça que on a un timing un petit peu serré avec nos 3 intervenants. Il y aura d'abord Nathalie de Rosier, qui est chef de projet dans le dispositif d'appui à la coordination 92 Sud-Osmose. On lui a proposé de traiter une offre de service pour les patients plus proches des territoires, quel rôle, quels utilisateurs. Thierry Noël prendra la parole ensuite. Thierry est pharmacien, il est président de la CPTS, le Pays horloger. Donc, on vous laissera deviner où est située cette CPTS avec un aussi joli nom. Quelles sont les difficultés que peut rencontrer une CPTS? Quels sont les facteurs de réussite afin que cette organisation territoriale réponde aux objectifs sur l'accès aux soins, le parcours de soins, la prise en charge des soins non programmés? Et puis, on terminera, j'ai vu qu'elle était connectée, merci également à Anne-Claire d'être présente, par Anne-Claire Boucher, qui est la directrice du SAS 78, donc le service d'accès aux soins. Comment un service d'accès aux soins fonctionne concrètement, quel lien avec les autres acteurs de santé, quel bilan de la phase d'expérimentation, puisque maintenant on est passé donc en phase de déploiement. Donc encore une fois, ce webinaire qui vient un peu dans les suites du précédent webinaire qui était encore de vous présenter d'autres dispositifs collaboratifs au niveau territorial. Et donc c'est encore un autre éclairage avec d'autres dispositifs, avec le DAC et le SAS, en plus de faire le lien donc avec les communautés professionnelles territoriales de santé. Sans plus attendre, c'est donc à Nathalie qui va prendre la parole la première, avec, je crois, un support de présentation. Oui, bonjour à tous et donc voilà, merci pour cette opportunité parce que je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir présenter au plus grand nombre les dispositifs d'appui à la coordination qui vont tous nous concerner à terme puisqu'ils ont vocation à recouvrir l'ensemble du territoire national. Donc je ne sais pas si j'ai la main sur mon PowerPoint ou si c'est Étienne qui le passe par contre. Étienne, est-ce que c'est vous qui... Je pense que le partage de connexion doit pouvoir... si vous partagez, Nathalie, ça devrait fonctionner. Alors, par contre, il faut que je le retrouve. Sinon, c'est Étienne qui le passe, c'est comme vous préférez. Je préférerais, en fait. OK. Étienne, on vous laisse partager le support de présentation. J'espère qu'Étienne n'est pas parti, ne nous a pas quittés. Non, mais sinon, je vais le récupérer. Je le récupère. Non, mais sinon, je l'appelle. Mais je le prends. Voilà. Ah, le voilà, c'est parfait. OK. Voilà. Donc, on va, je pense, aller dans le concret quand même assez rapidement, mais juste quand même pour vous représenter un peu le contexte. Vous pouvez passer la slide, passer, je pense, même à la 3e, ce sera plus rapide. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, la volonté en créant justement les dispositifs d'appui à la coordination, enfin en les inscrivant dans la loi, donc c'est la loi de 2019, donc de modernisation du système de santé, c'était de pouvoir apporter une visibilité sur les territoires pour les acteurs de santé, puisqu'on avait en 2019, mais bon, ça fait des années, un millefeuille qu'on a tendance, enfin en tout cas, c'est le mot qu'on a tendance à utiliser, de dispositifs dont les missions pouvaient être en partie communes ou en tout cas pour les acteurs, il y avait une impression de redondance sur les territoires, donc ils ne savaient pas forcément qui solliciter en fonction donc de la typologie, on va dire, du patient. Donc en fait, les dispositifs d'appui à la coordination aujourd'hui sont nés finalement de la fusion de tous ces dispositifs, donc les réseaux de santé. Alors
Ces dispositifs, vous ne les trouvez pas sur tout le territoire, hein. Ça, c'est vraiment l'histoire qui fait qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. En tout cas, en Île-de-France, nous avions beaucoup de réseaux de santé territoriaux, donc des réseaux qui étaient à la base plutôt monothématiques, donc soit soins palliatifs, cancéro, gérontaux, et qui, au fur et à mesure, sont devenus des réseaux plurithématiques. Les MAIA, donc, qui étaient au début dans le champ de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, puis ensuite des personnes en perte d'autonomie depuis 60 ans, les CLIC, qui sont des structures qui sont gérées par les départements et qui concernent donc la coordination locale, information, coordination pour les personnes âgées, les plateformes territoriales d'appui qui sont en fait le dispositif qui est le plus proche aujourd'hui des dispositifs d'appui à la coordination. C'est un dispositif intermédiaire. Et la coordination territoriale d'appui dans le cadre du parcours de la personne âgée en perte d'autonomie. Alors, je suis désolée, ça fait beaucoup de sigles, et voilà, qui, là, était un dispositif expérimental. Donc, tous les départements n'ont pas eu le parcours pas RPA sur leur territoire. Donc, vous pouvez passer. Est-ce que vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Merci. En fait, les dispositifs d'appui à la coordination ont deux missions complémentaires. Donc, une mission d'appui au parcours de santé complexe. Donc, en fait, c'est concrètement venir en appui aux acteurs au sens large, hein. Donc, c'est aussi bien des professionnels de santé, libéraux, établissements de santé, que du médico-social, du social. Et du coup, place importante évidemment pour les équipes des CCAS, mais ça peut être également les CLIC. Alors, pourquoi je vous dis les CLIC? C'est par exemple dans le 92, les CLIC n'ont pas fusionné au sein des dispositifs d'appui, ils restent indépendants, donc on travaille beaucoup en articulation avec les CLIC. En tout cas, c'est toutes les personnes qui sont amenées finalement à rencontrer un public qui a un problème de santé et important, qui est en situation complexe. C'est-à-dire les dispositifs d'appui à la coordination n'ont pas vocation à accompagner entre guillemets, le tout venant. C'est dès lors qu'un professionnel se retrouve face à un patient et il n'arrive plus à gérer seul, il a besoin d'aide. À ce moment-là, il va contacter le dispositif d'appui à la coordination. Par ailleurs, on a donc la seconde mission, c'est l'animation territoriale des parcours de santé dont je suis chargée donc sur le Sud 92, c'est-à-dire faire le lien sur le territoire, mettre en place des partenariats, appuyer les acteurs dès lors qu'ils ont un projet ou en tout cas qu'ils souhaiteraient travailler sur un problème, par exemple en particulier, donc évidemment en lien toujours avec la santé, notamment par exemple sur des problèmes d'accès aux soins. Donc l'animation territoriale, c'est un peu tout ça en même temps, mais on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Si vous pouvez passer. Alors voilà, donc ça aussi on peut passer, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une seule porte d'entrée pour le dispositif d'appui à la coordination. Vous aurez toujours normalement une personne et qui ensuite gère en interne, c'est-à-dire va solliciter les personnes qui sont les plus à même de répondre à la problématique de santé. Et cette problématique de santé est forcément accompagnée d'une complexité, donc encore une fois, complexité ressentie, volontairement pas définie par le législateur. C'est un professionnel qui, à un moment donné, se trouve en difficulté face à une situation et il contacte donc son dispositif d'appui de coordination du territoire. Donc, normalement, c'est le territoire, évidemment, où réside le patient. Il peut y avoir des cas un peu particuliers, mais en tout cas, c'est le territoire de résidence du patient. On peut passer, s'il vous plaît. Voilà, donc pour le 92, donc on a 3 dispositifs d'appui à la coordination qui sont tous les 3 inscrits dans le cadre de territoires de coordination. Donc, on a un territoire au nord, au territoire au centre et un territoire au sud. Donc, moi, je travaille à Osmose, donc dans le sud, donc 14 communes entre Issy-les-Moulineaux et Antony, c'est-à-dire entre 550 000 et 600 000 habitants. On peut passer. Donc, voilà. Donc, globalement, on va plutôt retrouver un dispositif d'appui à la coordination par département. Mais souvent avec plusieurs antennes, parce qu'évidemment, quand on est au centre du département ou que la préfecture, ça arrive, et enfin la ville où en tout cas est basé le DAC et au sud, quand il faut aller dans le nord, c'est des distances importantes. Donc du coup, les dispositifs d'appui à la coordination sont souvent organisés avec des antennes dans les départements. Ou alors, effectivement, on a dans le 92 carrément des départements où il y aura plusieurs dispositifs d'appui à la coordination,
pour des raisons de géographie particulière, de population, d'urbanisation, ou au contraire, justement, on est un peu trop en milieu rural, donc encore une fois, avec des villes qui sont un peu éparpillées, enfin villages éparpillés, donc on aura dans ce cas-là souvent plusieurs dispositifs d'appui à la coordination. Après, c'est des choix qui sont faits au niveau des agences régionales de santé. Hein. On peut passer. Voilà, là aussi, on va aller vite, je pense. L'essentiel, je pense que c'est aller droit au but. On peut passer, s'il vous plaît. Voilà, donc en général, pour saisir un dispositif d'appui à la coordination, donc c'est différents biais. Hein, donc ça peut être effectivement par téléphone. On peut venir sur place, mais ce n'est pas forcément recommandé, mais c'est plutôt téléphone, mail, voire fax. Et ça peut être aussi lors d'un échange avec des partenaires. Par exemple, hier, et du coup, elle est là, je la remercie d'être là pour la CPTS des Hautes-Bièvres. Voilà. On a évoqué une situation pour laquelle la coordinatrice de la CPTS des Hautes-Bièvres, donc sur le sud du département du 92, voilà, a été sollicitée. Et du coup, j'ai transmis en interne à mes collègues qui ont déjà pris contact avec la famille du patient concerné. On peut continuer. Voilà, donc on a 3 missions au sein de cette mission d'appui finalement aux professionnels d'appui au parcours. On a 3 missions, information, orientation, accompagnement. Donc ça va vraiment dépendre de l'étayage et de l'analyse qui va être faite en interne, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir juste une simple demande d'information, nous demander par exemple la liste d'établissements dans tel domaine. Ça peut être plus une orientation ou alors carrément un accompagnement. Alors des fois, on a de simples demandes d'information, mais qui finalement, quand on va un peu dans le dossier, dans la situation, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus lourd et qu'en fait, c'est un vrai accompagnement qu'il faut faire. Donc, toujours en lien avec le médecin traitant, c'est important. Hein. Donc, voilà, on informe le médecin traitant, évidemment avec l'accord du patient. Hein. On n'intervient pas si le patient ne veut pas qu'on intervienne. Voilà, et cet accompagnement, il peut être plus ou moins long. Donc, selon la typologie de la personne et du coup, les besoins, en fait. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour vous donner simplement l'exemple on va dire, de composition d'une équipe de dispositifs d'appui à la coordination. Donc, nous, on est à peu près 17 aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques changements. Donc, on a des médecins coordinateurs de parcours de santé, des infirmiers coordinateurs, des assistants de service social, psychologues, diététiciens, chargés de prévention. Alors, pourquoi coordinateur de parcours de santé? Parce qu'effectivement, on ne fait que de la coordination, on ne fait pas de soins. Ça, c'est très important. Un dispositif d'appui à la coordination n'est pas effecteur de soins. Donc, il a pu l'être, notamment pour les soins palliatifs pendant la crise Covid, parce qu'il fallait pouvoir gérer notamment l'accompagnement des fins de vie au domicile en période de crise. Donc, mes collègues ont pu prescrire, mais on ne peut faire aujourd'hui que des recommandations, c'est ce que nous donne la loi, hein, des recommandations notamment aux médecins traitants, aux acteurs qui accompagnent. Voilà. Donc, en fait, on a tous cette mission. Alors, on a toujours une équipe qui intervient auprès d'un patient, c'est jamais une seule personne, pour différentes raisons. Ça permet aussi d'avoir des regards qui peuvent être différents, qui peuvent être complémentaires. Et cette équipe, elle est vraiment composée toujours en fonction de la typologie de la situation. Donc, évidemment, on a des médecins qui sont plus spécialisés en soins palliatifs, puisqu'à la base, on avait une grosse activité de soins palliatifs. Donc, c'est notamment les docteurs Noiret et Piquion. Et puis, on a Ariel Attal qui est sur, par exemple, la gériatrie et tout ce qui est santé mentale, handicap, et le docteur Estoc sur la cancérologie. Et c'est plutôt, évidemment, ces médecins-là qui vont intervenir, évidemment, en fonction de leur spécialité et en complémentarité avec les autres intervenants, les autres membres de l'équipe, c'est-à-dire infirmiers et assistants sociaux. Assistant social, c'est important pour énormément de situations parce que cette complexité, elle est souvent psychosociale. Et on va avoir notamment des fois des dossiers à monter dans l'urgence pour des prestations compensation handicap pour des personnes, par exemple, qui ont des cancers ou qui sont en fin de vie. Ou des demandes spéciales auprès de l'assurance maladie pour des soins palliatifs. Et là, effectivement, il faut vraiment bien maîtriser le sujet pour pouvoir mobiliser le plus rapidement possible les aides financières. On peut passer. Voilà, alors ça, c'est aussi, en dehors de cet appui, c'est un peu finalement un déroulé de ce qu'on va être amené à faire dans une situation. Alors, comme je vous le disais, toutes les situations
ne permettront pas de mobiliser tout ça, enfin ne nécessiteront pas de mobiliser tout ça, mais en tout cas, on a toujours cette, à la fois donc effectivement la réception de la demande, l'évaluation, une première évaluation par téléphone ou à domicile, et puis ensuite, en fonction des besoins, on va mobiliser les acteurs du terrain, hein, puisqu'on intervient vraiment en appui. Hein, encore une fois, on ne se substitue pas à l'existant. Voilà, on va être aussi amené des fois à faire des médiations, notamment pour des fins de vie compliquées où on a des familles, c'est la réalité, hein, qui s'entre-déchirent, par exemple, autour de la personne qui est encore là. Donc, on va faire de la médiation. Donc, on a plusieurs collègues qui sont spécialisés en médiation. On va proposer également des formations sur différents sujets à l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, effectivement, formations peuvent être, par exemple, plus ciblées, un jour assistante sociale et d'autres plus médecins ou en tout cas professionnels de santé. Et puis, effectivement, toutes les actions dont je vais vous parler peut-être quelques minutes parce que je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps d'animation territoriale. Et je vais vous donner des exemples concrets de ce que ça peut être pour les villes. Enfin, on va dire la plus-value que ça peut être pour une ville de faire appel à un chef de projet animation territoriale au sein d'un dispositif d'appui à la coordination. Je pense qu'on va passer voilà, pour aller sur l'animation territoriale. Voilà. Donc, en fait, l'animation territoriale, comme je vous le disais, c'était vraiment cet accompagnement, ce soutien finalement méthodologique ou aussi, pas uniquement méthodologique, mais ça peut être aussi de la mise en lien avec d'autres acteurs du territoire pour favoriser l'émergence en fait de projets. Donc, par exemple, pour moi, j'accompagne une ville du territoire qui souhaite avoir un CMPP sur son territoire en raison de grosses difficultés d'accès pour des petits enfants qui ont des troubles des apprentissages ou des troubles, en tout cas des troubles du neurodéveloppement. Donc, l'idée, c'est de créer, enfin, en tout cas, de rouvrir quelque chose qui a été fermé il y a quelques années, malheureusement, pour assurer la prise en charge de ces petits bouts. Par exemple, ça peut être aussi des réunions d'échange avec des élus pour justement réfléchir, par exemple, à l'ouverture, à la création d'une structure, et notamment des fois des élus qui s'interrogent, est-ce qu'il faut plutôt essayer de susciter une initiative de maisons de santé, de création de maisons de santé pluriprofessionnelles, ou est-ce qu'il faut plutôt partir, par exemple, sur l'ouverture d'un centre de santé. Donc, c'est vraiment faire de l'appui finalement à la décision au niveau des communes. Et puis, c'est évidemment tout l'appui qu'on peut faire au CCAS, puisqu'on est très sollicité par les CCAS dès qu'ils se retrouvent face à une situation avec un problème de santé et une complexité et pour toute la partie en fait mobilisation, on va dire du système de santé. À ce moment-là, on peut intervenir, mais voilà, ça peut être aussi la mobilisation autour de projets de CPTS. Donc, moi, j'ai beaucoup accompagné les projets de CPTS du territoire et notamment en essayant de susciter des initiatives dans les villes, aussi bien au niveau des élus, parce que, alors moi, je rejoins ce que disait monsieur Angar tout à l'heure. Enfin, je pense que les villes ont un rôle vraiment très, très important dans les CPTS. On pourra en parler plus en détail plus tard, mais parce qu'elles ont un rôle, elles connaissent le territoire, elles connaissent les besoins et elles ont un rôle vraiment de soutien aussi à ces projets, notamment pour des questions, si on reste un peu concret, que de logistique. Voilà. Et puis, on a des maires qui connaissent très bien aussi, qui connaissent très bien le tissu sanitaire de leur territoire. Donc, ils peuvent être vraiment facilitants. Donc, je me dis, il ne faut surtout pas les exclure des projets de CPTS. Pour moi, c'est vraiment une erreur fondamentale et les difficultés qu'on rencontre dans certains projets sont malheureusement souvent liées à une exclusion des élus d'emblée. Et ensuite, quand on arrive avec un projet de maison de santé ou dans une ville où personne ne nous connaît, qu'on est CPTS, mais voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin. On a tous besoin des villes, les villes ont besoin de nous. Et c'est ensemble qu'on fera avancer les choses et qu'on améliorera ne serait-ce que l'accès aux soins qui est pour nous tous, je pense, y compris en Île-de-France et dans le 92, un problème fondamental. Ouais. Voilà. J'ai fini, je pense. Maintenant, je suis ouverte aux questions. Ou peut-être à la fin, je ne sais plus ce qui était décidé en fait. Oui, je pense qu'on va prendre les questions à la fin. N'hésitez pas, si déjà vous pensez à des choses, de le mettre dans le chat, parce que vous êtes quand même nombreux. Là, on est près de 45, donc ça sera peut-être plus facile, mais on vous donnera quand même la parole, puisqu'on va réguler et animer tout ça avec Francis. En tous les cas, c'est vraiment... Nathalie, on va vous réinviter parce qu'il y a des messages forts que vous avez fait passer.
En tous les cas, on attend vos C'est du réactions. concret, en fait, Véronique. C'est ce que je vous dis, c'est en live quasiment. Hein, c'est du quotidien. C'est ce qu'on ressent, Voilà. c'est ce qu'on ressent en tous les cas. Et ça n'était absolument pas préparé en tous les cas avec nous. Sans plus attendre, Thierry, ça fait 2 fois sans plus attendre, mais on attend de toute façon un peu, mais on va quand même passer la parole à Thierry sur tout ce qu'il a vécu. Et Dieu sait qu'il a une détermination, une volonté pour avoir pu mettre en place cette CPTS, même si tout n'est pas aussi simple que ça dans l'attractivité, d'avoir suffisamment de professionnels de santé aussi pour que cette coordination prenne tout son sens. Thierry, on vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer d'avoir un discours aussi clair que le discours précédent. Donc simplement, je me présente. Je suis pharmacien dans le Haut-Doubs. Donc le pays horloger, c'est dans le Haut-Doubs, près de la Suisse. Là où on sait faire marcher les horloges. Alors, ça s'entendra peut-être à mon accent. Simplement, donc moi, le projet de CPTS, il est né d'il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, lorsque j'ai voulu faire un pôle médical dans la commune où j'exerce, donc la commune du Russé. L'idée était en fait de pouvoir travailler en coordination avec tous les professionnels de santé qui étaient proches de là où j'exerçais. Alors au début, ça a plutôt bien fonctionné puisque ça permettait déjà de créer du lien humain. Et ça, c'était primordial dans ma façon de voir les choses. Et surtout, ça permettait une prise en charge des patients beaucoup plus efficiente. Et c'était ce que je voulais faire, c'était essayer de créer ça, mais à l'échelle d'un territoire un peu plus grand. C'est là qu'on a commencé à entendre parler des CPTS. Alors pour ceux qui ne le savent pas, CPTS, c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. L'idée, c'est de regrouper l'ensemble des professionnels de santé et essayer d'avoir des projets communs, toujours en gardant à l'esprit le patient. Malheureusement, au départ, les CPTS, pour que ça fonctionne, je dis malheureusement parce que c'est quand même un facteur limitant dans les CPTS, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de médecins traitants pour que ça puisse fonctionner. Et il se trouve que nous, malgré notre belle région et la proximité avec la Suisse, on est loin des grandes villes, on est loin des CHU, et du coup, on a des difficultés de recrutement de médecins traitants. Et quand vous commencez à leur parler, d'ailleurs, un ensemble des professionnels de santé, quand on commence à leur parler de travail et de rédiger des fiches d'action, et en tout cas de prendre sur leur temps personnel qui est déjà très réduit, on se retrouve avec pas mal de difficultés. Heureusement, l'ARS a été à notre côté parce que vous avez envie de créer une CPTS, donc était à notre côté pour créer ce projet. Et on a pu recruter une coordinatrice à l'époque qui nous a aidé à monter le projet de CPTS. Maintenant, on a de nouveau une coordinatrice à temps plein qui nous permet vraiment de maintenir une motivation avec l'ensemble des professionnels de santé qui font partie de notre CPTS. Ce qui fait qu'à ce jour, on regroupe 68 communes. On est une CPTS de petite taille, hein. On est sur un territoire qui comprend à peu près 45 000 personnes. Et à ce jour, on a 98 adhérents dans la CPTS, qui finalement, on est une CPTS qui a été créée officiellement en décembre de l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Une CPTS doit toujours fonctionner sur des missions socles. Une des premières missions socles, c'est améliorer l'accès aux soins, améliorer notamment l'accès à un médecin traitant. Donc là, on a réussi à améliorer l'accès aux médecins traitants en déclarant les médecins traitants pour les personnes qui n'avaient pas de médecin qui les accompagnait. Après, il y a aussi d'autres missions avec lesquelles on a quand même plus de difficultés. Alors, j'en prends beaucoup de mots difficultés. Vous allez voir dans mon discours, c'est vraiment parce que c'est pas facile. Et qui est notamment l'accès donc pour tout ce qui est soins non programmés, où là, on nous demande normalement dans nos missions de pouvoir améliorer cet accès aux soins non programmés. J'y reviendrai plus tard. Et ça nous pose quand même pas mal de difficultés. Heureusement, quand même, on a des missions qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre parce qu'on a quand même dans notre CPTS beaucoup de paramédicaux et beaucoup de personnes motivées. Et là, c'est par exemple tout ce qui est prévention et tout ce qui est formation des professions de santé, où là, on a quand même pas mal de succès finalement. On a eu des formations avec un dermatologue sur le dépistage des cancers cutanés, par exemple.
Et là, on s'appuie sur une de nos forces. C'est que, au sein de notre communauté, et finalement, tout le monde peut voir des personnes torse nu. Par exemple, les kinés ont participé à la formation et ça permet, les infirmières également, et ça permet finalement, dans toutes les consultations qu'il peut y avoir, autres que les consultations médicales, de pouvoir déjà un petit peu alerter. Et comme on se connaît maintenant de mieux en mieux pour se voir dans les réunions, etc., le contact étant plus facile, on peut tout de suite adresser un patient, prendre une photo. Enfin, en tout cas, ça permet de faire avancer les choses sur les cancers cutanés. Et ça nous a permis également, par exemple, de faire des actions de prévention au sein des écoles. On est allé à ce jour 8 écoles pour un petit peu sensibiliser le jeune public, toujours en disant, si on arrive à sensibiliser les enfants, on arrivera certainement à sensibiliser les parents derrière. Alors pourquoi les cancers cutanés? Parce que nous, dans le Haut-Doubs, contrairement à l'image qu'on peut avoir, on est proche du soleil et du coup, avec l'altitude, on a quand même une région qui est fortement exposée. Donc voilà pourquoi on avait choisi ça. Récemment, on a eu l'achat d'un buste pour faire de l'autopalpation par rapport à Octobre Rose. Et du coup, les personnes formées, on a une sage-femme qui a pu former une dizaine de professionnels pour faire de l'autopalpation et sensibiliser les dames à la palpation mammaire. Donc tout ça, en fait, ça permet, avec le bouche à oreille, de susciter des vocations, de susciter des envies et puis de pouvoir mettre en place des projets. Maintenant, les difficultés rencontrées. Alors, les difficultés rencontrées, vous l'avez bien compris, c'est pouvoir demander du temps à des professionnels qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup de temps pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que un des éléments primordiaux dans une CPTS, c'est quand même d'avoir un coordinateur. C'est quand même d'avoir une personne qui permet de justement motiver les équipes et passer des mails, rappeler les réunions qui se mettent en place. Et ça, franchement, on peut lui tirer notre chapeau parce que grâce à elle, nous, en tout cas, notre CPTS, ça fonctionne bien. Les facteurs de réussite, ça va être également de pouvoir amener donc de la formation. Ça, je pense qu'en faisant de la formation, donc je parlais cancer cutané, autopalpation, ça permet quand même d'intéresser pas mal de gens. On a quand même des professions qui devront nous former régulièrement. Et on a eu également d'ailleurs une autre formation, c'était une formation des secrétaires médicales. Secrétaires médicales qui sont toujours confrontés, en tout cas dans notre territoire, à être obligés de refuser parfois des consultations si ce n'est pas des urgences, mais en tout cas de retarder des consultations si ce n'est pas des urgences. Et moralement, psychologiquement, pour ces secrétaires médicales, ce n'est pas toujours évident. Et là, elles y ont retrouvé leur compte finalement, de pouvoir avoir une formation, de pouvoir appréhender un petit peu les appels des patients qui sont par la force et des choses souvent mécontents. Et ça, effectivement, ça peut être, ça a pu permettre de les former. Et puis maintenant, l'accueil se passe mieux. On a aussi une idée, là, ça va être d'avoir un petit peu un organigramme pour les secrétaires qui seront formés, de dire, voilà, un petit peu poser les questions types et de dire, là, effectivement, je suis devant une urgence et il va falloir pouvoir trouver un rendez-vous rapidement. Ou là, non, je ne suis pas devant une urgence et puis le rendez-vous, ce sera malheureusement dans 3 semaines. On se heurte également quand même à des questions de territoire, puisque nous, on est sur un territoire à peu près, si je prends un bout du territoire à l'autre, on est sur à peu près, je veux dire 40 km. 40 km pour essayer de gérer, comme le voudrait finalement l'ARS, de gérer des soins non programmés, c'est quand même une difficulté. Typiquement, dans nos missions, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait avoir des créneaux chez les médecins pour pouvoir gérer les soins non programmés d'autres médecins. Malheureusement, ça, dans pratique, c'est bien compliqué à mettre en œuvre. Et du coup, on a beau essayer de se battre pour le mettre en œuvre, ça ne marche pas trop bien, puisque tous les médecins ont déjà des créneaux réservés pour leurs propres urgences, mais en aucun cas, on peut mettre ces créneaux on va dire en ligne, entre guillemets, pour satisfaire les urgences des confrères qui, du coup, s'y retrouveraient vite saturés et puis ça ne marcherait pas. En tout cas, sur notre territoire, ça ne marcherait pas. Et les difficultés également qu'on a rencontrées, puisque quand on s'engage dans une CPTS, on a des objectifs et il faut les évaluer, ces objectifs. Malheureusement, l'évaluation des objectifs, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les chiffres de l'assurance maladie tous les mois. Et là, typiquement, l'accès, donc la déclaration des médecins traitants
là, on est dans les clous. Mais d'autres objectifs, en particulier, par exemple, la diminution des consultations aux urgences, et là, clairement, pour l'assurance maladie, ils sont incapables de nous sortir des chiffres, puisque nous, ici, les gens qui vont vers un service d'urgence pour aller au CHU qui est à 60 km du RUC, par exemple, les gens, typiquement, ils ne vont pas simplement parce qu'ils ont mal à la gorge directement voir les urgences au CHU. Donc déjà, on n'est pas sur notre territoire adapté finalement à ce qu'on peut nous demander, dans le cadre des CPTS. Ce qu'on voit également, c'est dans nos actions, ce qui peut être intéressant, nous par exemple, on a une action Gym Poussette. L'action Gym Poussette, c'est motiver les personnes qui viennent d'avoir un enfant à faire du sport et un petit peu à se rendre en charge. Et là, on a eu pas mal finalement de demandes, pas mal de personnes qui étaient satisfaites de l'action mise en place. Et là, c'est un réel point de satisfaction. Alors, bien sûr, il y a des médecins traitants qui vont dire ouais, finalement, ce gym poussette, moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Mais par contre, les sages-femmes y ont trouvé leur compte. Je parlais tout à l'heure du dépistage des cancers cutanés. Eh bien, on a fait une journée d'action où les patients pouvaient prendre rendez-vous près d'un médecin qui avait été dédié à ça sur 2 jours. Et grâce à cette action, par exemple, il y a eu 2 lésions précancéreuses qui ont pu être mises en place. Et donc, tout ça, finalement, c'est des points de satisfaction. C'est grâce à l'action de la CPTS qu'on a pu trouver ça. Et finalement, là, on peut s'en réjouir. Donc, les difficultés, je le disais, c'était les chiffres qui étaient souvent pas facilement exploitables. Ça, on est quand même heurté à ça. Et puis, trouver maintenant des motivations. Une fois que l'ensemble des professionnels d'un territoire, quasiment en tout cas, adhèrent à notre CPTS, comment améliorer les choses par rapport à l'adhésion, là, ça va. Là, je pense pour les années à venir, on ne va pas pouvoir remplir ces objectifs, toujours d'augmenter. Et nous, clairement, maintenant, dans notre CPTS, on va essayer d'axer tout sur énormément de prévention, parce que je pense que c'est en faisant de la prévention qu'on évitera justement tous les problèmes derrière. Et maintenant, on a un réel point à améliorer, c'est l'attractivité de notre territoire, mais je pense un petit peu dans l'ensemble des territoires qui sont à l'écart des grands hôpitaux. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de baguette magique. Et c'est un petit peu l'impression que nous, on peut avoir, en tout cas, c'est que si le territoire actuellement est sous-doté en tout un ensemble de professionnels de santé, c'est que finalement, ça a été un problème qui perdure depuis très longtemps. Et nous, en tant que CPTS, on a l'impression que tous ces problèmes-là, on nous les redonne et c'est à nous de les gérer. Et clairement, on n'a pas de baguette magique. C'est un petit peu là-dessus où je ne veux pas finir sur une note négative, mais c'est un petit peu quand même les difficultés qu'on peut avoir, c'est qu'on nous donne des missions que jusqu'à maintenant, personne n'a vraiment réussi à prendre en main. Voilà, je voulais être concis et je préfère après répondre à des questions s'il y en a par la suite par rapport à ce webinaire. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage avec beaucoup de réalisme dans la manière d'avoir monté cette CPTS avec les avantages, les difficultés en effet, et comment en tous les cas les adresser au mieux. Soins non programmés, Anne-Claire, la transition ne pouvait pas être meilleure. On vous passe la parole, Anne-Claire Boucher. Oui, bonjour à tous. 78. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère. Oui, très bien, très bien. Super. Alors, j'ai également une présentation. Je ne sais pas si vous vous occupez de la mettre en ligne, sinon je le fais. Étienne, qu'est-ce que vous préférez s'il le partage? Écoutez, c'est comme vous voulez. Moi, je me tiens prêt. Allez-y, si c'est possible. Oui. Merci. Alors, bonjour à tous déjà, et je vous remercie de me permettre de vous présenter le dispositif du service d'accès aux soins des Yvelines, dont je suis à la direction depuis début mai. Donc, je vais essayer de vous présenter ce que c'est que le service d'accès aux soins généralement, et particulièrement comment fonctionne celui des Yvelines et nos derniers résultats.
Alors, on peut passer évidemment cette slide. Dans un premier temps, je vais vous rappeler l'historique en fait du dispositif. Ensuite, en quoi ça peut répondre aux besoins sur le territoire concernant notamment les soins non programmés. Et puis, une conclusion brève. Alors, si on peut passer la slide, encore une fois. Alors, il faut savoir que le dispositif donc, du service d'accès aux soins dans les Yvelines, en fait, il a été mûrement réfléchi déjà en 2019 par deux acteurs sur le territoire. L'APTA 78, qui représente l'ensemble des médecins libéraux du département, qui est donc une association, et le centre hospitalier de Versailles. À cette époque-là, déjà, en 2019, il y avait un enjeu sur l'accès aux soins non programmés notamment, pour les Yvelinois. Et donc, ces deux acteurs se sont mis en lien et ont essayé de construire une copie pour répondre à un appel à projet sur donc l'amélioration de la prise en charge, notamment pour les patients complexes sur le territoire. Le Covid est arrivé et donc a mis fin, en tout cas a interrompu momentanément tous ces projets. Puis, suite à la crise Covid, un appel à projet de service d'accès aux soins, plus global et national, a été lancé. Et le département des Yvelines a revu sa copie pour présenter le service d'accès aux soins des Yvelines à cet appel à projet. Donc, il a été retenu comme 21 autres pilotes sur le territoire que vous voyez sur la carte. Dans l'Île-de-France, deux sites et globalement 2 sites par région. Se sont portés volontaires et ont pu commencer à construire et à développer un service d'accès aux soins à leur image, en partenariat notamment, ou alors largement porté par les urgences, donc en tout cas le SAMU Centre 15. La spécificité dans les Yvelines est bien qu'il est coporté, et c'est très important de noter ça. Il est coporté à la fois par le centre hospitalier et les urgences, donc le SAMU Centre 15 des Yvelines, et par la médecine de ville, représentée par l'APTA. C'est important parce qu'on ne peut pas répondre aux soins non programmés sans mettre en lien ces deux acteurs, à la fois le centre 15 qui va rassembler toutes les demandes de soins non programmés sur le urgent, de soins non programmés urgents sur le département, et puis ensuite trouver des solutions. Et cela se fait notamment en passant par les médecins libéraux installés en ville. Ça a donc abouti à la création d'un groupement de coopération sanitaire qui est coporté, je le redis, et ces 2 membres sont à parité, ce qui fait que toutes les orientations prises, toutes les décisions prises au sein du groupement pour le service d'accès aux soins sont bien conjointement validées par ces deux porteurs qui se réunissent sur le même enjeu du soin non programmé urgent. Depuis juillet 2022, le service d'accès aux soins est en généralisation sur l'ensemble des départements. Donc, il concerne vraiment le national, donc avec la création pour les nouveaux services et le déploiement pour les services pilotes de l'accès aux soins non programmés. Et je note plusieurs points qui sont très importants dans cette généralisation. C'est donc la création d'un nouveau métier qui est opérateur de soins non programmés, que l'on nomme en raccourci OSNP. C'est un nouveau métier qu'il faut intégrer et construire. Je note également l'importance du rôle de la CPTS à l'échelle du soin non programmé sur les départements. Et je note également la création des nouveaux outils tels que notamment la plateforme nationale, qui est un outil central et au cœur du service d'accès aux soins au niveau national. On peut passer. Merci, Étienne. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Parce que je vous ai donné beaucoup d'informations. Je vais essayer de vous rendre les choses un peu plus limpides. Donc, le SAS, le service d'accès aux soins, il opère à l'arrivée des appels au 15. C'est-à-dire que tous les appels au 15 qui arrivent au SAMU Centre 15, en horaire de jour, dans le cas des Yvelines, donc de 8h à 20h du lundi au vendredi et le samedi matin de 8h à midi, intègrent le service d'accès aux soins. On est bien sur un guichet d'entrée unique. Et une fois que l'appel arrive,
des métiers qui existaient déjà, qui exerçaient déjà leur mission sur la régulation, tels que assistant de régulation médicale et médecin urgentiste ou médecin de la permanence des soins, opèrent. Donc, l'assistant de régulation, lui, va prendre l'appel, décrocher, localiser l'appelant au plus précis, essayer de comprendre le motif d'appel et réorienter ensuite, soit vers de la médecine d'urgence en cas d'urgence vitale perçue, ou alors vers de la médecine de la permanence des soins en cas d'urgence ressentie mais non vitale. Généralement, les appels sont très bien orientés, notamment dans les Yvelines. Il arrive tout de même parfois que l'appel soit ensuite réorienté à nouveau par les médecins, urgentistes vers la permanence de soins si le motif n'est pas réellement urgent, ou vice-versa, de la permanence des soins vers l'urgence en cas de motif réellement urgent. Donc ce SAS, le service d'accès aux soins, il rassemble toute cette régulation-là en horaire de jour. Et le SAS ouvre maintenant de nouvelles opportunités, c'est-à-dire qu'il existait des solutions pour orienter les appelants du 15, soit en cas d'urgence, donc vers des services d'urgence, avec notamment des moyens de transport urgents en cas de besoin, ou alors des réorientations vers la médecine de ville, notamment vers des centres de soins non programmés. La nouveauté avec le SAS, c'est bien de déployer des solutions, et c'est l'objet, de déployer des nouvelles solutions qui vont répondre de façon la plus adaptée possible et la plus flexible également possible aux motifs et aux besoins de l'appelant. Notamment, en fait, avec l'ouverture de créneaux de soins non programmés en ville, pris en charge par des médecins installés en ville et qui ont déjà une propre patientèle. Donc, on va ouvrir, en fait, les possibilités d'orientation en cas d'urgence ressentie mais non vitale vers la médecine de ville et accéder à des soins qui sont adaptés. Un chiffre pour vous donner une idée, en fait, de l'ampleur de la régulation. En 2021, il y avait 262 000 dossiers de régulation ouverts, donc 262 000 cas à gérer, qui génèrent un nombre d'appels plus conséquent, puisque un dossier ne vaut pas un appel, mais parfois 2 ou 3. Et la moitié de ces dossiers ont été traités par la permanence des soins. Donc, on est là dans une urgence ressentie, mais non vitale. La moitié de ces dossiers-là sont traités en horaire de jour, ce qu'on appelle dans le jargon en horaire hors PDSA. Et c'est une prise en charge qui s'accroît, qui croît tous les ans. Vous voyez, 42% en 2020, 44% en 2021. Et là, on a atteint des records, on est quasiment à la moitié. En 2022 notamment, on peut dire qu'on a eu 12% de croissance d'activité sur le nombre de dossiers de régulation ouverts jusqu'à maintenant. Et 22% en fait de croissance d'activité sur la permanence des soins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une tendance, et c'est notamment lié aux communications nationales, à appeler le 15 de façon plus systématique quand on est en besoin d'un soin et qu'on n'en trouve pas en ville. Et que cet accroissement d'activité, il concerne notamment le soin non programmé d'urgence ressentie, mais pas d'urgence vitale, puisque ça se rapporte à la permanence des soins. Donc, le 15, le centre 15 est vraiment un carrefour qui rassemble toutes les difficultés d'accès aux soins sur le département, mais c'est vrai pour le national, et il est nécessaire de trouver des solutions lors de ces appels afin d'orienter au mieux l'appelant, de répondre à son besoin et d'éviter ensuite les prises en charge critiques qui emmèneraient vers les urgences. On va passer, merci Étienne. Alors, le service d'accès aux soins, vous l'avez vu, il rassemble l'ensemble de la régulation existante et il offre de nouvelles solutions de soins non programmés. Donc, je vais m'atteler à cette partie-là maintenant. Le service d'accès aux soins va s'articuler avec l'écosystème existant. Donc, la priorité est évidemment une orientation vers le médecin traitant. C'est vrai pour les Yvelines, mais ça, c'est global et c'est très important. On souhaite mettre le médecin traitant au cœur du parcours de soins du patient. Malheureusement, le médecin traitant n'est pas toujours disponible et c'est normal. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'appelants au 15, 30% en moyenne, qui bénéficient d'un soin non programmé, qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, dans ces cas-là, on travaille avec les acteurs du territoire, au plus proche du lieu d'habitat de l'appelant, et on va travailler notamment à l'échelle de la CPTS, donc ce qui a été présenté juste avant. La CPTS, elle est effectivement une opportunité dans l'accès aux soins non programmés parce qu'elle structure les professionnels de santé à l'échelle d'un micro-territoire
elle leur permet une coordination. Et pour nous, en tant que service d'accès aux soins, de régulation, ça nous permet de faciliter en fait l'envoi vers des soins non programmés au niveau du 15. Plus largement, on va donc travailler sur des difficultés ponctuelles, donc des besoins d'accès aux soins ponctuels, avec aujourd'hui des créneaux de rendez-vous en médecine de ville, demain certainement avec de la téléconsultation assistée, de la visite à domicile ou alors des consultations de spécialité. Mais on travaille aussi au service d'accès aux soins sur la prise en charge de parcours complexes, où là on travaille donc sur une échelle de temps qui est plus long terme évidemment. Parce qu'au 15, il faut savoir quand même qu'il y a énormément d'appels qui arrivent là et qui concernent des personnes qui sont en situation de difficulté, notamment de mobilité. Ça concerne notamment la gériatrie, ça concerne également la psychiatrie. Et tous ces patients-là qui nous appellent, on ne peut pas répondre aujourd'hui sur des solutions ponctuelles. Donc, il faut absolument qu'on puisse coordonner des parcours à l'arrivée du 15 et qu'on puisse leur donner une prise en charge adaptée à nouveau là et flexible au plus proche de leur lieu d'habitat. On peut passer. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Le service d'accès aux soins en 2021 s'est construit, et donc je l'ai dit, juridiquement et fonctionnellement, et a démarré une activité en janvier 2022. On était au départ sur une petite vingtaine de créneaux de prise en charge par semaine. Pardon, Anne-Claire, il y a des micros ouverts. Est-ce que vous pouvez faire attention à bien éteindre vos micros? Merci. Donc, une petite vingtaine de créneaux pris en charge. Oui, Madame Boucher, votre micro à vous doit être ouvert. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'on m'avait fermé mon micro. C'est Étienne qui a dû faire. Pas de problème. Merci. L'expérimentation, Oui, désolé, pas de souci. L'expérimentation a démarré avec donc 2 CPTS, sachant que dans les Yvelines, le projet est de créer 12 CPTS donc, sur le département. Donc 2 CPTS initialement intégrés dans l'expérimentation, CPTS volontaires et déjà structurés, le Grand Versailles et Boucle de Seine-Ouest, qui s'appelle maintenant Seine et Forêt. Donc ça nous permettait de donner une petite vingtaine de créneaux par semaine. Puis 2 CPTS nous ont rejoints en mars, Nord-Est 78 Val-de-Seine, ce qui a permis là également de faire croître nos possibilités d'orientation vers des soins non programmés en ville. Vous voyez ensuite un petit creux lié à l'absence des OSNP, donc des opératrices de soins non programmés. Puis, nous avons réalisé une communication plus large à l'échelle individuelle, permettant à chaque médecin individuellement de s'inscrire dans le dispositif et de participer en offrant des créneaux de soins non programmés. Face à la crise en fait et aux difficultés d'accès aux soins et des urgences ressenties dans l'été, en fait, il y a eu des mesures que vous avez certainement vu passer, proposées par le ministre, qui ont permis d'ouvrir notamment plus largement de la valorisation des soins non programmés pour les médecins libéraux, également d'offrir une couverture assurantielle aux médecins de la permanence des soins. Enfin bref, toute une série de mesures favorables qui ont facilité l'intégration des nouveaux médecins au dispositif du service d'accès aux soins et donc qui nous a permis d'ouvrir sur le territoire une centaine de créneaux pris en charge par semaine sur l'été. Et là, nous sommes au mois d'octobre, toujours sur ces créneaux, encore en augmentation. On voit là, sur la dernière semaine d'octobre, 120 créneaux pris. Et je vous l'avoue, nous sommes encore en recherche de créneaux de soins non programmés pour pouvoir orienter tous les patients qui nous appellent au 15 et qui nécessiteraient de recevoir une consultation en ville. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a beaucoup de médecins qui répondent favorablement au dispositif, qui se posent énormément de questions quant aux modalités d'inscription. Donc, nous les accompagnons individuellement, nous les aidons pour l'utilisation des nouveaux outils qui sont mis en place, notamment la plateforme nationale, et nous restons toujours disponibles de façon à faciliter leur exercice et à ce que cette participation aux soins non programmés ne soit pas trop contraignante pour eux, parce que nous savons que leur temps est compté.
Voilà pour l'accès aux soins non programmés et le service d'accès aux soins dans les Yvelines. Je vais conclure en disant deux choses. Je ne sais pas si on peut passer. Alors, peut-être juste un petit état des lieux avant de conclure. Voilà la répartition des effecteurs sur le territoire. Vous voyez là, dans les petits drapeaux, le nombre d'effecteurs qui sont aujourd'hui mobilisés sur ce service. Ils sont plus de 70, donc, qui ont pris au moins un créneau de soins non programmés et une vingtaine en attente d'inscription. Sur le mois d'octobre, donc 475 rendez-vous pris et nous pouvons encore largement dépasser ce chiffre puisque nous avons énormément de demandes. Je vais donc conclure maintenant en précisant quelques points. Il faut bien entendre, je crois aujourd'hui, que le succès d'un service d'accès aux soins ne peut pas se faire sans un partenariat étroit entre la ville et l'hôpital. L'hôpital qui reçoit les demandes, évidemment, et qui a besoin d'orienter, donc qui connaît bien les problématiques et les besoins, et la ville qui va être effecteur, donc qui va pouvoir proposer des solutions. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse entendre les difficultés de l'autre partie pour pouvoir s'adapter et adapter au mieux sa pratique et son exercice. Le service d'accès aux soins, il rassemble bien tous les besoins de soins non programmés aujourd'hui. Donc, nous sommes sur des créneaux de médecine générale, mais ce n'est largement pas suffisant. Il faut que nous nous attelions, et c'est collectif, je parle pour les Yvelines, mais je crois que c'est valable pour tous les départements, sur l'accès aux médecines de spécialité et également l'accès aux parcours complexes, de façon à offrir à chaque patient, à chaque habitant, une solution qui soit adaptée et qui réponde de façon cohérente à sa demande. J'espère que je vous ai donné un bon aperçu de ce qui nous concerne. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup, Anne-Claire. Vous avez vraiment tous extrêmement bien répondu à notre demande, ce qui va donc permettre en tous les cas, vous savez que en tous les cas, nous, au sein d'Élus Santé publique et Territoire, donc nous sommes une association d'élus, et j'en profite pour aussi introduire Daniel Valero, qui est aussi un membre du bureau SPT, elle est élue dans l'Essonne. Nous avons vraiment notre souhait dans notre ADN, en tous les cas, c'est d'augmenter la formation, l'acculturation des élus qui s'occupent plus ou moins de santé. C'est-à-dire que la santé, ça peut être aussi à travers l'urbanisme, ça peut être aussi à travers la transition écologique, etc. Donc, on essaye vraiment de pouvoir partager tout ce qui existe. C'est très compliqué aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs. Et la visibilité pour des élus qui ne sont pas baignés dans le soin, là, puisqu'on est sur des dispositifs d'accès aux soins, de soins non programmés, de parcours de soins complexes, etc., c'est quand même compliqué de s'y retrouver et de pouvoir aussi, on est interpellé par nos concitoyens. Donc, c'est vraiment important en tous les cas, qu'on puisse avoir des webinaires où vous pouvez vraiment partager ce qui est la réalité de l'offre de services, entre guillemets, que proposent vos différents dispositifs. Est-ce qu'il y a des questions? Francis, tu voulais peut-être ajouter quelque chose déjà? Non, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie tous les trois. En introduction, je disais qu'effectivement, le terme coordination allait être prononcé 200 fois et je pense que ça a effectivement été prononcé 250 fois. Merci aussi beaucoup pour avoir insisté sur la nécessité de créer des nouveaux métiers. C'est-à-dire que la coordination, ça ne se fait pas de manière spontanée. Un système ne s'organise pas tout seul. Et je pense que maintenant, tout le monde a compris qu'effectivement, il y a besoin, effectivement, la métaphore, elle est connue, hein, c'est soit l'aviation, soit l'orchestre symphonique, soit il faut un chef d'orchestre pour un orchestre symphonique et il faut un aiguilleur du ciel pour pouvoir faire décoller et atterrir les avions. Donc, cette nécessité, en gros, si vous voulez, c'est moi la métaphore que j'utilise, c'est qu'on essaye en ce moment avec tous les acteurs de transformer une cour de récréation en orchestre symphonique. Et voilà, donc le fait, la CPTS a dit qu'il fallait que les gens se parlent, et on est sur de l'humain, c'est-à-dire ce sont des gens, ce sont des êtres humains qui doivent se parler. On a vu qu'il fallait effectivement un métier nouveau de coordination,
voilà, donc moi, je vais surtout laisser les questions. J'ai rien d'autre à dire. Merci encore vraiment vivement à vous trois de cette intervention très claire, très vive, très dynamique et très passionnée. Avant de passer la parole à Alexandra, il y a déjà une question dans le chat de Lucienne Rousseau qui va amener une réponse rapide. Est-ce que ce dispositif, donc Anne-Claire, ressemble à ce qu'on appelle les SAMI? Alors, n'étant pas du milieu de la santé, historiquement, je ne connais pas les SAMI. Est-ce que quelqu'un peut me préciser ce que c'est? Lucienne Rousseau, vous pouvez prendre la parole. Alors, Lucienne Rousseau. Ouais. Voilà. On vous laisse la parole. Je me permets d'en profiter pour juste préciser, je pense que c'est vrai également pour les autres intervenants, mais c'est très difficile, c'est un exercice difficile de résumer en 10 minutes ce qui nous anime tous les jours. Donc vraiment, moi je le dis, je suis à votre disposition si après cette réunion, vous avez encore des questions ou des choses qui ne vous semblent pas claires. Il ne faut pas hésiter à m'appeler ou me mettre un mail pour qu'on puisse rééchanger sur des points qui vous semblent intéressants et importants. Les services qui accueillent les urgences non programmées qui travaillent avec le Centre 15. Alors, on travaille avec des services de soins non programmés, déjà, des centres de soins non programmés. Alors, je ne sais pas s'il existe des SAMI dans les Yvelines, très honnêtement. Mais cela dit, c'est évidemment un de nos partenaires, un effecteur sur le territoire qui peut prendre en charge des soins non programmés en règle générale, mais ça ne suffit pas. À partir du moment où on veut réorienter vers le médecin traitant, on parle forcément d'un médecin qui travaille en exercice libéral dans un cabinet qui lui est propre. Et à partir de ce moment-là, il nous faut faire intervenir les médecins qui sont installés et qui ont leur propre activité et leur propre patientèle. Pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, j'ai dit, c'est le médecin traitant au cœur du parcours. Il doit être au courant de ce qui se passe pour le patient afin de mieux coordonner et prendre en charge à terme son patient. Également parce qu'on s'aperçoit que les médecins sur le territoire connaissent assez mal, pour ceux qui ne sont pas déjà dans la permanence des soins, il y en a beaucoup, qui connaissent assez mal ce que c'est que le 15, ce qu'on fait au 15, quelle est son activité et qu'est-ce que c'est que la régulation. Ça, c'est vraiment un constat qu'on fait, nous, depuis qu'on communique autour du SAS. Comment voulez-vous que les acteurs travaillent bien ensemble s'ils ne savent pas l'un et l'autre ce que chacun fait? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut cette connaissance, cette communication qui soit étroite, dynamique, et on est là aussi pour créer ces centres, ces moyens de communication et ces liens entre les différents professionnels de santé. Bien, merci Anne-Claire. Alexandra, tu avais demandé la parole. Oui, mais je veux pas, je voulais juste réagir et remercier aussi les trois intervenants parce que je pense que là, l'exercice contraint qui est de présenter très brièvement trois dispositifs clés qui sont vraiment majeurs pour la lisibilité du système de santé. Je trouve que c'est vraiment une performance et je prolonge un peu la remarque de Francis sur une question qui peut-être n'a pas été abordée par chacun d'entre vous. On voit bien que là, on est dans des dispositifs qui, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, rajoutent une couche supplémentaire par rapport à ce qui existe. Là, on est sur des dispositifs qui essayent au contraire d'intégrer des choses entre elles. La CPTS, parce qu'on intègre des libéraux ensemble. Le DAC, on coordonne des réseaux, des maillas, des trucs qui jusqu'à maintenant n'étaient pas coordonnés. Et le SAS, dernier point, vous mettez le doigt sur une question que je me pose. Comment on peut imaginer que le SAS soit autre chose que l'intégration du SAMU hospitalier avec la régulation médicale de ville? Vous avez l'air de... C'est pour ça que c'est à la fois une question et pour bien comprendre s'il y a d'autres SAS qui fonctionneraient sur un autre modèle d'intégration que celui que vous avez présenté, qui me paraît le seul qui soit vraiment d'un point de vue efficience du dispositif envisagé, c'est-à-dire que le SAMU travaille main dans la main, il y a un numéro unique, le 15, et point barre, et la régulation médicale de ville s'intègre à votre dispositif. Donc, la question que je me pose, c'est comment finalement vous allez... dans aucun des dispositifs, il y a effectivement la manière dont on informe à la fois le mode d'emploi finalement de ces dispositifs pour la population générale. Et je pense que pour le SAS, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire quelle communication dans les Yvelines, par exemple, vous avez faite en parallèle sur le bon usage du numéro 15
et comment on peut évaluer finalement, même si c'est un peu tôt peut-être par rapport à l'ouverture, l'impact du SAS sur le recours inapproprié, je dirais, au service d'urgence. Est-ce que vous avez ce type d'information? Et pour rebondir sur le rôle de SPT, c'est vraiment nous, en tant qu'élus, je pense que, comme l'a dit Véronique, on a cette obligation de peut-être de faire un mode d'emploi des dispositifs pour que les élus eux-mêmes soient en capacité d'expliquer à leurs concitoyens comment bien utiliser les différents dispositifs pour ce pourquoi ils sont prévus, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. Et je trouve ça très dommage parce qu'on voit bien là dans les 3 présentations qu'au contraire, c'est vraiment des choses très structurantes pour le système de santé. Et effectivement, Francis a raison, c'est de rendre la cour de récréation lisible et organisée, quoi. Alors, je suis désolée, c'est un peu long, mais je pense... Alors, je vais répondre. En fait, très honnêtement, vous touchez du doigt quelque chose qui est très important. C'est déjà comment on communique auprès du grand public sur le SAS. En réalité, on évite de communiquer au grand public que le SAS existe et qu'en passant par le 15, on peut bénéficier éventuellement d'un créneau de soins non programmés avec un médecin généraliste. Parce que dans les faits, moi, j'attends 3 semaines. Là, j'ai besoin de le voir cette semaine. Comment je vais faire? Non, c'est pas ça le SAS. Le SAS, c'est pas une plateforme de prise de rendez-vous. Le service d'accès aux soins, c'est vraiment quand il y a une urgence ressentie, telle que les appels arrivent déjà aujourd'hui, pouvoir proposer des solutions qui passeront par une décision du médecin régulateur. C'est bien le médecin régulateur qui décide de ce qu'il propose à la plan, et pas la plan qui appelle pour dire « moi, je veux ça ». Non, la plan, il appelle avec un problème. Et il veut qu'on réponde à son problème. Mais il n'est pas censé avoir déjà la réponse à son problème. C'est bien le médecin qui propose cette réponse, et de façon médicale, donc en connaissance et avec son expérience et ses connaissances de médecin. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, en ayant fait le constat qu'il manquait de solutions, clairement, c'était difficile avant, c'était du conseil médical ou alors, concrètement, les centres de soins programmés ou les urgences. Là, on essaie de développer une offre sur le territoire, de remettre du lien avec les médecins. Et dans ces cas-là, dans ce cadre-là, aujourd'hui, notre souhait, ce n'est pas de communiquer auprès du grand public sur le service d'accès aux soins. C'est un réseau entre professionnels, destiné aux professionnels, qui permet de réorienter de façon plus adaptée à la situation de la plan, dans le but d'améliorer le service qui est donné aux patients. Mais c'est bien quelque chose qui s'adresse aux professionnels, in fine, pour améliorer la situation du patient et sa prise en charge médicale et sanitaire. Comment on fait du coup aujourd'hui pour résumer, la communication nationale, c'est en cas de besoin, en cas de question, faites le 15, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps médical en ville et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très difficile, on subit complètement cette communication. On est en surcharge et en sous-effectif total. On a des équipes qui sont fatiguées, qui sont contrariées parce qu'elles ne peuvent pas répondre correctement aux attentes de leurs appelants, parce qu'elles sont débordées d'appels. C'est critique, hein. Très honnêtement, je le dis très calmement, mais c'est très critique, tant au niveau des assistants de régulation qu'au niveau des médecins. Donc on fait tout notre possible pour maintenir les conditions de travail qui sont dégradées et pour les améliorer dans un futur proche. Donc, on parle là de mois, voire peut-être d'une année complète, parce qu'on ne peut pas faire face aujourd'hui à cette croissance d'activité. On n'est pas staffé pour. Voilà, j'espère avoir répondu. Tout à fait, d'autant plus qu'il y a une question, enfin une remarque, d'Arnaud Fouchard, je pense, qui est libellée ainsi, au final, que ce soit pour les suites données par le DAC, les acteurs des CPTS ou les effecteurs des soins non programmés, ce sont toujours les mêmes médecins dont la démographie baisse de façon importante. Quel avenir voyez-vous pour ces 3 dispositifs dans ce contexte ? Je ne sais pas si je peux me permettre de répondre. Bonjour Arnaud, puisqu'on se connaît bien. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau du dispositif d'appui à la coordination, effectivement, le médecin a le médecin traitant a un rôle effectivement central, puisque comme je vous disais, on intervient, on informe en tout cas avant d'intervenir auprès d'un patient, et c'est important aussi pour récupérer encore des informations. On a besoin d'étayer les situations. Maintenant, il y a effectivement des situations où on n'a pas de médecin traitant, donc on va faire sans le médecin traitant parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement.
On va essayer de trouver un médecin traitant. Donc là, on est bien d'accord. On compte beaucoup sur les CPTS pour nous aider justement sur des territoires qui sont donc beaucoup plus petits que le territoire du DAC pour nous aider à identifier des médecins. Enfin, encore ce matin, par exemple, j'avais une demande pour Châtenay-Malabry de médecins qui se déplacent au domicile. Donc, mes collègues m'ont sollicité. C'est de plus en plus difficile, essentiellement pour le domicile. Donc, c'est très juste ce que tu te soulèves, Arnaud. Alors maintenant, pour rebondir sur ce que disait Francis, on croit aussi beaucoup aux nouveaux métiers et comment, du coup, des fois, on va faire appel à d'autres. Parce que malheureusement, on ne peut pas laisser non plus un patient, une famille seule, voilà. On a effectivement, nous, de plus en plus, parce qu'on est en première ligne de problèmes pour les constatations de décès, on a des équipes de soins palliatifs, on a de plus en plus de situations où on n'a aucun médecin qui se déplace au domicile pour constater le décès. Et là, ça met surtout les familles dans des situations vraiment très, très inconfortables, et du coup, les villes aussi. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc, je me dis aujourd'hui, il faut effectivement que ce problème soit pensé, je pense, collectivement. Comme disait Alexandra Fourcade, je pense qu'effectivement, nos dispositifs sont complémentaires, travaillent en articulation. Alors, peut-être, quand on sera tous, on va dire vraiment période de croisière, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une croisière un jour, mais en tout cas, on va dire un peu installés sur les territoires, peut-être que du coup, on y arrivera mieux. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est notre difficulté au quotidien et ça me fait penser aussi, donc, alors j'ai oublié son prénom, à mon cousin franc-comtois, puisque j'ai mes petites origines franc-comtoises. Thierry. Ouais, Thierry, voilà, en plus c'est le prénom de mon frère, pardon. Thierry a raison, aujourd'hui, effectivement, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est effectivement de trouver des médecins et les médecins qu'on va retrouver dans nos dispositifs sont finalement souvent les mêmes. Donc, on va les retrouver dans les CPTS, dans les DAC, enfin, on le voit bien, c'est toujours les mêmes noms qu'on voit. Et puis, j'imagine dans les SAS. Donc, il y a effectivement un moment où ils ne pourront plus. Et là, aujourd'hui, moi, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, si ce n'est que déjà, moi, je suis très contente que les villes, alors c'est un peu politique, mais bon, c'est vrai, s'emparent vraiment du sujet et qu'on leur laisse vraiment la possibilité de le faire, parce qu'encore une fois, c'est important. Il y a quand même encore dans certains territoires des dénis par rapport à des situations. Nous, sur notre territoire, et je remercie Francis pour Sceaux, notamment Bourg-la-Reine, Thibault et tout, on fait un super boulot ensemble et je pense que les choses vont bouger sur ces deux villes et j'en suis très heureuse. Mais voilà, c'est quand on agira collectivement qu'on fera bouger les choses parce qu'on a tous aussi des réseaux et des compétences complémentaires. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu du coup, Arnaud, mais bon. Il y a une question de Thibault. Francis, tu veux intervenir? Il y a monsieur… Oui, très rapidement, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que la ressource humaine en médecins est en train de se réduire pour des tas de raisons. On connaît tous ce diagnostic. Moi, je veux citer la phrase de Clémenceau pour dire que la médecine est un truc trop sérieux pour pouvoir être confié simplement au seul médecin. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est collective, pour reprendre un terme de ministre. Je ne suis pas là pour défendre le ministre, mais je pense qu'en particulier, l'expérimentation qui a été faite sur le dépistage des cancers cutanés par Thierry vaut exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un médecin pour faire ce genre de dépistage, puisque les kinésithérapeutes, comme a dit très, très clairement Thierry, tous les gens qui voient les patients torse nu, ils peuvent parfaitement être formés à un dépistage. Je pense que, si vous voulez, il faut éviter ce goulot d'étranglement qui a été pondu par la loi, la réforme de la sécurité sociale en 2004, où tout doit passer par le médecin traitant. Et je pense qu'aujourd'hui, y compris les responsables politiques, comprennent que ce système a créé la pénurie. Ce système a créé la pénurie et qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que même le président du Conseil de l'Ordre des médecins commence à ouvrir la porte à une collaboration à d'autres professionnels de santé. Et la santé, c'est une responsabilité collective. La santé, ce n'est pas simplement uniquement les médecins. Voilà, il faut que tous les professionnels, et je pense que le développement des infirmières de pratique avancée aussi, qui est maintenant pratiquement acquis par tous, va nous permettre effectivement de répartir cette charge qui ne va que croître. Et puis je voudrais, Anne-Claire aussi a dit une chose très très importante, c'est que
je pense que dans une journée, même si les médecins sont très occupés, le fait qu'ils puissent dégager 1 ou 2 créneaux de soins non programmés permet aussi de diluer cette charge. Je pense que ça, c'est effectivement, si collectivement tout le monde se met, comment dirais-je, partage le poids de la charge des soins non programmés, ça peut effectivement fonctionner. Voilà, j'ai terminé. Excuse-moi d'avoir été un peu long, Véronique. J'en prie, Francis. Thibaut Morin a demandé la parole de Bourg-la-Reine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Thibaut Morin, je suis responsable santé, handicap et gérontologie à la mairie de Bourg-la-Reine. Et donc, parmi mes fonctions, en fait, là, moi, je travaille sur un projet d'ouverture de maisons de santé pluriprofessionnelles. Voilà. Et donc, au final, la question ou le constat d'Arnaud, moi, je le partage assez. Au final, on peut, nous, se saisir, ville, d'un projet d'ouverture de MSP, mais au final, ce sont les médecins qui doivent porter le projet. Et après, tous les intervenants ont très bien expliqué, c'est quid de la mobilisation des professionnels de santé. C'est extrêmement difficile de les mobiliser. Nathalie, tu l'as très bien expliqué, les difficultés rencontrées sur le territoire pour diverses questions, l'accès à un médecin traitant, etc. Et en plus, donc, on va leur demander de s'impliquer sur un projet de santé alors qu'ils sont déjà installés. Voilà, c'est la difficulté que je rencontre. Je ne suis pas sûr qu'on ait des solutions à mon problème, moi, là, aujourd'hui. Mais en tout cas, pour avoir rencontré pas mal de professionnels de santé, je vois aussi qu'il y a un intérêt pour ces médecins de faire autre chose que de la médecine aiguë. Et je vois notamment des généralistes intéressés pour travailler sur les questions liées à la santé de l'adolescent, à la santé de la femme. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va tenter de développer, nous, ici à Bourg-la-Reine, sur le projet de maison de santé. Et je vais travailler, je vais lancer mes premiers groupes de travail avec les médecins dès ce soir. Donc, je suis curieux de voir le rendu. Mais c'est, pour rejoindre ce que disait M. Brunel sur les soins non programmés, je pense que même au-delà des soins non programmés, il y a aussi un intérêt pour d'autres soins que de la médecine aiguë classique. Je parle pour les médecins généralistes notamment. Voilà. Et ce projet-là, effectivement, il va se construire qu'en coordonnant correctement tous les acteurs du territoire, aussi bien les professionnels médecins que les paramédicaux, les auxiliaires médicaux, et puis même le médico-social. C'est tout le monde à sa place pour répondre aux questions de santé. Excusez-moi de prendre la parole, mais... Vas-y, Thierry. Ouais, surtout par rapport à mon projet, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, tous les médecins sont surchargés de boulot, mais à partir du moment où vous prémâchez le travail, vous organisez des réunions, vous créez du lien, je suis convaincu que ça permet après de faire un noyau dur qui après ne peut que grossir. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé au niveau de notre échelle. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Au début, c'est très compliqué. Et petit à petit, si vous donnez des réponses à des questions, si vous arrivez à fédérer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, quoi. Et si je peux me permettre de rebondir, pardon, pour ce que vient de dire Thierry. Alors moi, c'est vrai que quand je suis arrivée sur le territoire, il n'y avait pas beaucoup de projets de CPTS qui étaient connus. En fait, il n'y avait pas forcément beaucoup de porteurs. Donc, ça a été essayer d'impulser quelque chose. Et souvent, la condition, ça a été l'appui, en fait. Besoin d'aide, notamment pour animer des groupes de travail, pour trouver des gens, ainsi de suite. Et je pense que voilà, quand on est plusieurs à intervenir, comme disait encore Francis, collectivement, on y arrive. Parce qu'on a cette complémentarité, aussi bien en termes de compétences que de réseau. Et ça me semble vraiment fondamental, mais c'est beaucoup trop en termes de charge, je pense, la création d'une CPTS pour laisser ça à des professionnels qui sont déjà submergés. Donc, si on leur apporte cette aide, c'est rassurant pour eux. Et du coup, alors, ça va un peu plus vite. Et en tout cas, ils y croient. De toute façon, le constat, il est là, c'est que les médecins sont surchargés et ce qu'il faut du coup, c'est avec moins de temps de travail, réussir à faire plus de travail finalement. Donc, ce qu'il faut, c'est être plus efficace. Et c'est là, je pense, où l'avenir avec les paramédicaux et tout ça, effectivement, ça peut être une grande aide pour eux, quoi. Je vais juste peut-être compléter ce qu'a dit Thibaut Morin de Bourg-la-Reine, là, mon voisin immédiat.
je crois que ce qu'il a dit est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, les médecins généralistes, ils veulent avoir une orientation dans leur pratique médicale. Et c'est ce que tu as dit, Thibaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la médecine générale, je veux dire, c'est devenu totalement impossible parce qu'on demande aux médecins généralistes de savoir gérer la crise aiguë psychiatrique, de savoir gérer la pédiatrie, de savoir gérer la gériatrie, de s'occuper du suivi du cancer. Enfin, je veux dire, c'est devenu strictement impossible. On ne peut pas être compétent partout. Donc, je pense que ce modèle de médecin de famille qui était capable de gérer absolument toutes les pathologies, vu la complexification progressive de la médecine, hein, veut dire la médecine est devenue extrêmement compliquée. Moi, je suis un médecin hospitalier. Je connaissais à peu près bien la neurologie et la neuroradiologie pédiatrique, mais je connais strictement que dalle à l'hématologie adulte. Donc, plus personne n'est capable de savoir tout. Et on voit bien qu'il y a une tendance sur les médecins généralistes, y compris ceux avec lesquels je travaille sur la ville de Sceaux, ils veulent faire soit de la maladie de la femme, soit plutôt une orientation sur la gynécologie, soit plutôt une orientation sur la gériatrie. Et ça, c'est un élément très, très important parce que la notion même du médecin généraliste traitant, je pense, est en train de disparaître. Et je pense que les décideurs politiques en sont parfaitement conscients. Et ce que tu as dit, Thibaut, plaide dans ce sens. Merci. Alors, pardon, Thibaut, je vous laisse terminer. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Excusez-moi. Du coup, je vois qu'il y a une question qui n'a pas été reprise, une question d'Estelle Santerre, pardon. Pour l'information et la prévention, la CPTS travaille-t-elle en lien avec le contrat local de santé et le conseil local en santé mentale? C'est une question aussi qui est très vive au sein des ESPT depuis quelques temps. Et alors, oui, il n'y a pas longtemps. Ça fait aussi un petit peu partie des difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de la CPTS, c'est que parfois, on se marche un petit peu dessus au niveau de nos différentes missions. Mais en tout cas, oui, clairement, on travaille avec le CLS. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, notre première coordinatrice travaillait à la CPTS et à mi-temps dans le cadre du CLS. Donc, c'était hyper intéressant pour nous. Ouais. Ah oui, ça, c'est original. Est-ce que quelqu'un, justement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs coordinateurs CLS. Également, je vois que Ikram Bedoun est présent pour la CPTS Haute-Bièvre. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose du côté CPTS? Alors, de ma part, non, j'ai rien à ajouter parce que tout a été bien dit, effectivement. Alors, moi, j'intègre la CPTS des Hauts-de-Bièvre depuis un peu plus d'un mois maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses que je découvre. Je ne suis pas très novice parce qu'avant, j'étais à la CPM des Hauts-de-Seine. Donc, du coup, je quitte la CPM pour intégrer la CPTS en tant que coordinatrice. Donc, je rejoins Thierry sur les difficultés rencontrées par rapport à la création, par rapport à trouver, on va dire, à créer des liens, à trouver des moyens pour mettre en place certaines choses, effectivement. Là, moi, je commence, on va dire, à créer beaucoup de liens. Donc, hier, j'étais voir Nathalie, Madame de Rosier, pour commencer à trouver un terrain pour collaborer. J'ai organisé pas mal de rencontres. Je sais que, la CPTS, c'est vraiment quelque chose qui est, si elle veut avancer et continuer, il faut vraiment avoir le maximum de liens et travailler en collaboration avec tous les acteurs sociaux, médico-sociaux. Effectivement, la disponibilité des professionnels de santé, précisément les médecins, c'est pas évident. Donc, voilà. Par la CPTS, j'avoue, la particularité, peut-être la CPTS des Hauts-de-Bièvre, le fait de mettre en place une messagerie sécurisée de santé qui permet de communiquer avec les différents adhérents, ça facilite les liens.
Quand je dis adhérents, c'est des adhérents que ce soit professionnels de santé ou médico-social. Donc là, j'essaye de trouver un moyen de collaborer avec les CCAS et les EHPAD aussi. Donc, pour pouvoir avancer. Non, c'était voilà. Je suis très contente de participer à cette réunion et de découvrir pas mal de monde. Et ça sera certainement d'autres. Je serai là. Très bien. Écoutez, on espère vous avoir sur d'autres webinaires. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, j'avais une question pour chacun d'entre vous, les 3 intervenants, mais je vois que le temps et on est presque arrivé à la fin. Anne-Claire, vous évoquiez que dans les actions à venir, qui sont bien sûr aujourd'hui pas du tout réalisables dans le contexte de la tension sur les soins, la prise en charge des soins non programmés. Vous parliez donc d'accès aux médecins spécialistes. Comment vous envisagez cette évolution donc, du SAS? Et puis, dans le cadre maintenant du déploiement des SAS partout en France, Thierry évoquait les difficultés qu'ils ont à répondre. Pourtant, les soins, la prise en charge des soins non programmés fait vraiment partie des missions socles des CPTS. Est-ce que à une échéance que vous allez nous rappeler, il y aura aussi pour la CPTS Pédi Horloger une interaction avec le SAS du côté du département 25, des SAS? Alors, je vais répondre précisément par rapport aux médecines, à la médecine de spécialité. Donc, on va déjà se mettre des priorités sur les spécialités qui nous paraissent pertinentes tant au niveau des besoins que de la réalisation de la réorientation vers la ville. Et en fait, cette construction, elle va se faire en collaboration avec des spécialistes du territoire qui vont bien vouloir donner un peu de leur temps pour co-construire le projet, et à la fois également des spécialistes qui travaillent au niveau du milieu hospitalier. Ça permettra de toujours là également pouvoir rassembler les diverses opinions et façons de faire et se mettre d'accord communément sur les besoins, notamment au niveau du matériel, par exemple, des équipements, pour prendre en charge des consultations de spécialités sorties des urgences, puisqu'en fait, souvent sur les spécialités, il faut un plateau technique minimum, et donc on pourrait envisager que certains spécialistes disposent de tout ce matériel et pourraient prendre en charge une partie des besoins qui n'auraient pas à atterrir finalement au service d'urgence spécialisé. Voilà. Je me permets juste, avant que Thierry prenne la parole, sur la partie des CPTS. Effectivement, aujourd'hui, le service d'accès aux soins permet aux CPTS de répondre à un enjeu de soins non programmés qui est au cœur même donc, des attentes et des objectifs des CPTS. Et à terme, nous souhaitons bien travailler avec elles conjointement sur la façon dont on prend en charge le soin non programmé au niveau, à l'échelle de la CPTS et à l'échelle du service d'accès aux soins, donc du département. Très bien. Oui, Thierry. Ouais, dans le cadre de notre CPTS, malheureusement, c'est un petit peu le sujet qui fâche parce qu'on a un nombre de médecins traitants au cœur de la CPTS qui est quand même relativement faible. Ce qui fait que actuellement, ouvrirait des créneaux d'urgence serait tout de suite saturé, quoi, finalement. Et si on discute un petit peu avec les médecins de notre CPTS, eux disent qu'ils font déjà des créneaux d'urgence pour leur patientèle. Et du coup, ils n'imaginent pas pouvoir ouvrir à l'ensemble du territoire. N'oublions pas que nous, dans notre situation, on est sur un territoire qui s'étend sur 50 km, quoi. Donc, dire à un patient de faire 50 km pour aller voir un médecin dans le cadre d'une urgence, en général, il appelle son médecin traitant et ça se passe bien, il le prend en urgence. En tout cas, ils arrivent encore à les prendre en urgence. Oui, c'est une bonne remarque aussi. Les territoires ne sont pas équivalents. Encore une fois, être au plus près des territoires pour déterminer les besoins et de trouver donc les dispositifs qui répondent le mieux à ces besoins. Justement, Thierry, vous l'avez évoqué, quelle est la répartition parmi vos 98 adhérents entre médecins et autres professionnels de santé? On a une dizaine de médecins. 10 médecins sur 98. Ouais.
10 médecins, beaucoup sont inscrits parce qu'on les a beaucoup sollicités, mais sont pas très actifs au sein de notre CPTS. Mais voilà, ouais, c'est une dizaine de médecins. Donc vous imaginez 10 médecins pour un territoire de 45 000 personnes. S'il y a 2 médecins qui rentrent dans le processus et qui ouvrent des créneaux d'urgence, ça pourra pas fonctionner, quoi. Après, c'est un début. Il faut se dire que ça fonctionne beaucoup en bouche à oreille et en retour d'expérience. C'est très important de déjà lever les freins. Et ça, nous, en tout cas, on le fait au niveau du SAS, de prendre le temps d'appeler chaque médecin, prendre quelques minutes pour lui expliquer le dispositif, la façon dont il va pouvoir y participer, le rassurer quant au fait que ce soit bien des créneaux qu'il est capable de prendre en charge, des cas de médecine générale courante, et pas une urgence 15, quoi. C'est vraiment pas le but. Et le rassurer aussi sur le fait qu'on l'assistera et qu'on l'accompagnera au mieux et qu'il donne ce qu'il peut. En tout cas, nous, on milite pour le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de donner un nombre de créneaux qui soit trop contraignant pour le médecin, mais bien que chacun participe à l'effort selon ce qu'il peut faire. De toute façon, d'une manière générale, tout ce qui est nouveau fait peur. Donc forcément, ça fait peur et je pense que vous avez raison. Si on arrive à les rassurer et à montrer l'intérêt du système, ça peut que marcher. Mais en attendant, il y a déjà un a priori un petit peu négatif. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est très vrai, c'est très vrai. Je partage ça. Et dernière petite question à Nathalie. Nathalie, il y a encore quand même, vous avez évoqué justement le fait que normalement, le DAC devait être la fusion de tous les anciens dispositifs qui pouvaient être plus ou moins représentés selon les territoires. Est-ce qu'il y a quand même une volonté de simplifier les choses pour justement améliorer la visibilité et fusionner réellement tous les dispositifs, ou finalement on va garder des situations qui, encore une fois, selon les territoires, peut-être varient. On peut garder un clic, on peut peut-être garder Maya, enfin voilà. Quelle est l'évolution qui est prévue sur tous ces dispositifs d'appui à la coordination aussi? Alors, en fait, moi, je pense que le sujet, il concerne plutôt les clics. Globalement, tous ces organismes, je pense qu'ils ont fusionné. Alors, je ne vous dis pas que ça a été simple. Alors, il y a des territoires où c'était très, très compliqué. Il y a même des territoires, alors notamment dans les Yvelines, où les acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, l'ARS a lancé un appel à projet. Et du coup, voilà, le candidat qui est retenu n'est pas forcément celui, par exemple, qui avait le plus, on va dire, d'expertise dans le domaine de l'appui à la coordination. Mais en tout cas, c'est celui qui correspond le mieux au cahier des charges au moment de la réponse à l'appel à projet. Donc ça s'est vu sur certains territoires. Ce n'est pas le cas du 92 où les choses étaient assez claires parce qu'il y avait une histoire. Et en tout cas, en ce qui concerne le Sud, la Maya était déjà portée par le DAC depuis quelque temps. Donc, il n'y a pas eu d'autres fusions. Après, les clics, c'est vraiment un sujet qui, en fait, nous échappe un peu puisque l'ARS n'est pas seule décisionnaire. Et du coup, je rebondis sur ce qu'a dit aussi tout à l'heure Madame Fourcade, donc avec les collectivités qui sont derrière. Donc après, effectivement, elles veulent ou elles ne veulent pas. Le choix du 92, ça a été de ne pas fusionner. Cela étant, on travaille globalement très bien avec les clics de notre territoire. Ce n'est pas un sujet. Je pense qu'il y a quand même une lisibilité par rapport à ce qui existait avant. Nous, sur notre territoire, avant, il y avait plusieurs réseaux de santé déjà. Et il y avait une Maya. Sur d'autres, on rajoute en plus la coordination territoriale d'appui, PAERPA. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, je pense qu'on est quand même arrivé aujourd'hui à un interlocuteur unique. Maintenant, ce que je peux quand même effectivement préciser aussi, c'est qu'on avait une expertise avant, qui est reconnue, soins palliatifs, cancéro, géronto, accès aux soins. Donc, en fait, aujourd'hui, les acteurs qui nous sollicitent essentiellement par rapport à nos expertises extérieures. Et du coup, ça permet de rebondir sur ce que disait Francis. Un médecin coordinateur d'appui ou une infirmière coordinatrice d'appui, elle ne peut pas être spécialiste de tout. Elle a son expérience, elle a ses appétences, elle a tout ça. Et ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a des gens qui sont plutôt sur une ou deux thématiques, mais qui ne sont pas en transversal. Et ça va être le cas dans beaucoup de dispositifs d'appui à la coordination. Le fait de dire n'importe qui peut répondre à n'importe quel sujet, non, stop, ce n'est pas vrai. Je veux dire, notamment tout ce qui va sortir du champ vraiment, on va dire, par exemple, santé physique, par exemple, tout ce qui est parce qu'aujourd'hui, alors on travaille beaucoup avec les villes, les CCAS. Le premier nouveau public qu'on accueille, puisque depuis la labellisation du DAC, donc en 2020, on est censé prendre en charge n'importe quel patient pour n'importe quelle pathologie, y compris la pédiatrie, ce qui est important, ce qui est une différence de taille. On a surtout des nouvelles demandes qui viennent de la santé mentale.
avec des situations patients qui cumulent, enfin les patients que vous connaissez souvent dans les villes, en fait, qui vous posent soit des problèmes de sécurité, d'hygiène ou autre. Et là, on va beaucoup travailler avec les villes sur ces sujets-là. Et face à ces situations, c'est vrai que les médecins traitants sont souvent très vite dépassés parce que voilà, on est dans une dimension psychosociale majeure, avec souvent une intrication avec d'autres problèmes, avec la famille, avec tout ça. Et voilà, donc du coup, on monte en compétences progressivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est censé répondre à n'importe quelle demande, on le fait, hein, mais notre expertise, enfin, on a une expertise, quoi, en fait. C'est comme si demain, vous demandez effectivement à un cardiologue de faire de la pneumo, il fera sans doute de la pneumo s'il n'a pas le choix, mais enfin, son expertise, ça reste la cardio quand même. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, la montée en compétences. Il faut se former, il faut créer le réseau, et ça, c'est ma fonction animation territoriale. Moi, je rencontre notamment beaucoup de champs du handicap qui est très en difficulté pour les parcours de santé des personnes handicapées, travailleurs des AT et tout, pour justement les aider dans le parcours des usagers. Mais ça prendra du temps, oui. Mais à terme, on doit tout faire. Très bien. Écoutez, j'ai même dépassé, on a même dépassé un petit peu notre temps, mais on pourrait encore beaucoup échanger avec vous tous. En tous les cas, Francis, hein, je crois qu'il faut qu'on mette un terme, et malheureusement, on pourrait encore une fois continuer à échanger et à partager ces expériences et bénéficier en tous les cas de chacun d'entre vous dans le cadre de ce webinaire qui était donc sur ces nouveaux dispositifs de coordination au niveau territorial. Bravo. Un grand bravo. Surtout, en tous les cas, merci aux participants. Vous êtes restés très nombreux jusqu'à la fin. Comme habituellement, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire et les 2 supports de présentation qui ont été utilisés à la fois par Nathalie et par Anne-Claire. Et puis, donc, on se retrouve pour le dernier webinaire de l'été, j'allais dire non, de l'année. Donc, le 7 décembre, autour de la déclinaison de la santé dans toutes les politiques publiques. Donc, vraiment, merci à tous. N'hésitez pas, en tous les cas, à nous envoyer aussi des projets de sujets de webinaire. On se fera un plaisir, en tous les cas, de les mettre en place en 2023. Francis, je te laisse faire le dernier petit mot. Merci. Bravo. Merci. Voilà. Bravo. Merci à tous les 3, Anne-Claire, Nathalie. Merci à vous tous. Un plaisir. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.